Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors voici encore une nouvelle séance, maintenant consacrée à une activité de langue et plus précisément aux figures de style. Alors cette séance s'inscrit dans le cadre de notre 25e semaine et de la deuxième séquence du module 4. Mais avant tout commencement, faisons un petit rappel. Comme le veut la tradition pédagogique, bien sûr. Alors, on a vu qu'une figure de style est un procédé, un moyen, une façon, un outil linguistique pour pouvoir modifier le langage ordinaire, c'est-à-dire pour pouvoir parler d'une façon différente, c'est-à-dire sortir de cette façon ordinaire et courante de parler et pour rendre ce que nous disons plus expressif et plus également persuasif. Alors, généralement, ce sont les hommes de lettres. Je parle ici des écrivains, des novellistes, des poètes et des dramaturges. Ce sont ces personnes-là qui ont généralement cette capacité de pouvoir embellir leur langage, de pouvoir utiliser des procédés et des tournures linguistiques pour rendre ce qu'ils disent plus beau, plus expressif et plus convaincant aussi. Alors, il existe une panoplie de figures de style et qu'on peut catégoriser, c'est-à-dire mettre dans des catégories. On a la catégorie des figures d'analogie ou de rapprochement. Je parle ici de la comparaison, je parle également de la personnification, de la métaphore, etc. On a les figures d'opposition, comme le cas de l'antithèse, de l'antiphrase, l'oxymore. Les figures de sonorité et qui sont généralement utilisées au niveau de la poésie. Également, il y a les figures d'insistance et de répétition, comme on a vu la séance dernière, et également les figures d'amplification et d'exagération. C'est le cas de l'hyperbole et de la gradation. Et le contraire, ce sont les figures d'atténuation, comme c'est le cas de l'euphémisme, de litote également. Et dernièrement, on a les figures de substitution, qui feront l'objet de notre cours aujourd'hui. Alors, comme objectif d'apprentissage pour cette séance, je vous propose de vous amener à distinguer d'abord 3 figures de substitution et de reconnaître l'effet de ces figures de style. Alors, commençons d'abord par lire ces phrases que j'ai mis en 3 colonnes ou bien en 3 encadrés, parce que chaque colonne ou bien chaque encadré représente une figure de substitution. Alors, la première catégorie, on a « J'ai lu un Molière ». Toute la salle applaudit les acteurs. Il descend d'une Mercedes. Deuxième encadré. Il y a une voile à l'horizon. Ce troupeau compte 100 têtes. Des ailes s'envolent. Troisième encadré. Le lion est le roi des animaux. Je passe mes vacances à la ville rouge. Le roi soleil encourageait le théâtre. Alors, la première catégorie des figures de substitution s'appelle la métonymie. Alors, on va comprendre maintenant c'est quoi une métonymie à travers les 3 phrases. Nous avons « J'ai lu un Molière ». Alors, vous vous rappelez, Molière, c'est un dramaturge français, c'est un homme de lettres, c'est un écrivain. Alors, on ne pourrait pas dire « J'ai lu un Molière » parce que Molière est une personne. Je ne pourrais pas lire Molière, mais tout simplement pour dire, par exemple, j'ai lu une pièce de théâtre de Molière, ou bien j'ai lu le bourgeois gentilhomme de Molière. Alors là, comme vous venez de voir, il y a une relation entre Molière et entre son ouvrage. C'est-à-dire, au lieu de dire le nom de l'ouvrage directement, on a utilisé le nom de l'auteur. Et il existe une relation claire et nette, une relation très logique entre ce que nous voulons dire et le mot que nous avons utilisé. Alors, je pourrais dire, par exemple, j'ai lu un
un Hugo, j'ai lu un Flaubert. Tout simplement, j'utilise le nom de l'écrivain pour dire tout simplement que j'ai lu un ouvrage de cet écrivain. Alors la deuxième phrase, toute la salle applaudit les acteurs. Alors je parle ici de la salle. La salle c'est un lieu. Mais est-ce qu'un lieu, est-ce qu'un objet, est-ce que quelque chose d'inanimé pourrait faire l'action d'applaudir? Non, bien sûr, la salle n'applaudit pas. Alors tout simplement, ici, au lieu de dire tous les spectateurs applaudissent les acteurs, j'ai évité de parler des spectateurs que vous voyez sur l'image, là, le public qui est en train de regarder. Au lieu de dire que ce sont les spectateurs qui ont applaudi les acteurs, j'ai utilisé le mot salle. Alors ici, il existe également une relation entre la salle et les spectateurs et c'est une relation tout à fait logique. Alors la troisième phrase, il descend d'une Mercedes. Alors au lieu de dire il descend d'une voiture, on a dit il descend d'une Mercedes. On a utilisé ici quoi? On a utilisé la marque pour signifier l'objet. Alors au lieu de dire voiture, on a utilisé Mercedes. On peut dire il descend d'une Peugeot, il descend d'une Fiat, il descend d'une, je sais pas, toutes les marques de voitures que vous voulez. Alors là, on a utilisé une marque de voiture pour désigner la voiture en personne. Alors là, vous avez également une relation logique parce que je parle d'une marque de voiture. Alors si je dis par exemple j'ai bu un verre, là on pourrait pas boire le verre, mais on est en train de boire ce qui est à l'intérieur du verre, c'est-à-dire de boire l'eau ou bien de boire du thé, du café, etc. Alors là également, il y a une relation entre le verre et ce qu'on met dans le verre, ce liquide-là qu'on va boire. Je dis par exemple, j'ai terminé mon assiette. Alors une assiette, quand je parle de l'assiette, on ne pourrait pas finir une assiette parce que l'assiette, ça reste un ustensile. Mais on a terminé ce qui était dans l'assiette, une salade, des spaghettis, je sais pas, tout ce que vous voulez, un petit gâteau, etc. Alors là, également, il y a une relation entre le récipient et ce qu'on a comme alimentation dans ce récipient. Alors ça, c'est la première figure de style. Alors, elle consiste simplement à remplacer un mot par un autre. C'est-à-dire, au lieu de dire le bourgeois gentilhomme, on a dit Molière. Au lieu de dire les spectateurs, on a dit la salle. Au lieu de dire une voiture, on a dit Mercedes. Là, on remplace un mot par un autre mot, mais il existe une relation très logique entre les deux mots utilisés. Alors maintenant, passons vers la deuxième figure de substitution. Elle s'appelle la synecdoque. La synecdoque et la métonymie sont très proches l'une de l'autre. Et la synecdoque est une métonymie, mais de façon plus restreinte. Alors prenons maintenant les phrases. Il y a une voile à l'horizon. Ce troupeau compte 100 têtes et des ailes s'envolent. Si je prends la première phrase, il y a une voile. Alors, le mot ici voile représente généralement le bateau. Au lieu de dire il y a un bateau à l'horizon, on a dit il y a une voile. Alors, quand vous venez de voir, quand je parle de voile, le voile généralement n'est qu'une partie du bateau. Le bateau contient pas mal d'éléments qui constituent un bateau et là, le voile constitue une partie, un élément parmi d'autres éléments. Mais quand j'utilise le mot voile, je dis généralement ça remplace, ça identifie le mot bateau. La deuxième phrase, ce troupeau compte 100 têtes. Alors là, on a un troupeau de moutons. Alors ce troupeau-là est composé de moutons. Au lieu de dire ce troupeau compte 100 moutons, on a dit 100 têtes.
on a utilisé une partie du mouton pour signifier le mouton tout entier. Et là, la partie qu'on a utilisée, c'est on a utilisé les têtes. On a dit ce troupeau compte 100 têtes. Et la tête ici est une partie de l'animal, c'est-à-dire ça remplace l'animal tout entier. Des ailes s'envolent. Alors quand je dis les ailes c'est une partie d'un oiseau. Alors quand je dis des ailes s'envolent, c'est pour dire tout simplement que des oiseaux s'envolent, sans préciser bien sûr de quel oiseau on parle. Alors les ailes est une partie très importante pour un oiseau, c'est la partie qui lui permet même de voler. Et là, au lieu de parler de l'oiseau tout entier, on a utilisé une partie de ce oiseau pour le signifier et qui sont les ailes. Alors quand vous venez de voir pour la synecdoque, on ne parle pas uniquement de l'existence d'une relation logique entre le mot qu'on utilise et l'autre mot qu'on cherche à présenter, mais c'est une relation d'inclusion, c'est-à-dire que j'utilise une partie de l'élément pour signifier l'élément tout entier. On a parlé de voile, et qui est une partie importante du bateau. On a parlé de tête pour désigner le mouton tout entier, et on a parlé des ailes pour signifier ou bien pour parler de l'oiseau tout entier. Ainsi, la synecdoque désigne tout simplement ou bien signifie le fait de désigner un objet par une partie de celui-ci. Là, je ne vais pas chercher une relation logique entre deux termes, mais je veux parler d'un élément. Je vais utiliser une partie de celui-ci pour le désigner tout entier. Et là, ça existe une relation d'inclusion, c'est-à-dire la partie pour le tout. La troisième figure de style, c'est la périphrase. Alors, regardons ces phrases-là. Nous avons le lion est le roi des animaux. Je passe mes vacances à la ville rouge. Le roi soleil encourageait le théâtre. Alors, le lion, quand on parle du lion, le lion, on peut remplacer lion par le roi des animaux, bien le roi de la jungle, comme vous voulez. Alors, le mot lion et l'expression le roi des animaux signifient la même chose. C'est-à-dire, quand je dis le roi des animaux, on comprend directement qu'on est en train de parler du lion. Alors, le roi des animaux est une périphrase. C'est une expression assez longue composée de plusieurs mots. Le roi des animaux. C'est toute cette expression-là permet de remplacer un seul et unique mot qui est lion. La deuxième phrase, je passe mes vacances à la ville rouge. Alors quand je dis la ville rouge, toute cette expression-là permet de désigner un seul élément, c'est-à-dire je parle bien évidemment de la ville de Marrakech. Alors la ville de Marrakech a été remplacée ici par une périphrase qui est la ville rouge. Alors on dit également je passe mes vacances à la ville des Lumières. Quand je dis la ville des Lumières, je parle bien évidemment de Paris. Quand je dis par exemple je passe mes vacances au pays au soleil levant, là le pays au soleil levant c'est le Japon. Alors si je dis également je passe mes vacances à la ville ou bien à la capitale économique du Maroc. Alors la capitale économique du Maroc, je parle bien évidemment de Casablanca. Alors convenez, ce sont des périphrases, c'est une expression assez longue qui remplace généralement un seul mot et qui
qui retient, ou bien qui entretient, pardon, une relation logique avec le mot qu'il désigne. Alors, la dernière phrase, le roi Soleil encourageait le théâtre. Alors, quand on parle du roi Soleil, on veut tout simplement parler de Louis XIV. Alors, Louis XIV avait une célèbre périphrase qui était le roi Soleil. Alors, Louis XIV, il encourager le théâtre. Au lieu de dire Louis XIV, on a remplacé le mot par le roi Soleil. On peut dire par exemple le roi de la France au XVIIe siècle. Alors ça va être clair que c'est le roi Louis XIV, mais il y a également le roi Louis XV. Alors pour éviter cela, on le désigne par une expression très célèbre qui est le roi Soleil. Alors, comme vous venez de voir, la périphrase consiste tout simplement à nommer, c'est-à-dire on donne un nom à un être ou bien à un objet, à une ville, à un lieu, d'accord, pour le désigner en utilisant non pas un seul et unique mot, mais en utilisant une série de mots, c'est-à-dire plusieurs mots que le nécessaire. Alors, on pourrait se demander maintenant quel est l'effet de ces figures de style. Alors, ces figures de style ont plusieurs effets. Ils peuvent d'une part avoir ou bien impliquer un effet de surprise. Alors là, on parle du récepteur, comment il va se réagir quand il va lire ou bien entendre une métonymie, une synecdoque, une périphrase. Peut-être il aura et il sera surpris, c'est-à-dire il y aurait cet effet de surprise, ou bien un effet d'attente, on attend quelque chose qui va venir, ou bien un effet de dépréciation, on est dépressé, ou également il y a cet effet de l'ironie quand on veut ironiser une personne ou bien se moquer d'elle. Finalement, on termine avec ce petit exercice consacré à identifier la figure de style dans chacune des phrases suivantes. Là, je vous propose 3 phrases dont chacune représente une figure de substitution. Alors, je vous lis les phrases. La première phrase, l'auteur de la ficelle est mort très jeune. Toute la ville dort. Je vis entre ces 4 murs depuis une année. Alors, l'auteur de la ficelle. Alors, pour rappeler, la ficelle est une célèbre nouvelle d'un auteur français, d'un novelliste français. On parle bien évidemment ici de l'auteur, c'est Maupassant. Au lieu de dire Maupassant est mort très jeune, on l'a remplacé par l'auteur de la ficelle. La deuxième phrase, toute la ville dort. Alors la ville, ici on ne parle pas de la ville comme étant, ce n'est pas la ville qui dort, mais on parle des habitants, des personnes qui vivent dans cette ville. Normalement, il fallait dire tous les habitants de la ville dorment. Et dernièrement, je vis entre ces 4 murs depuis une année. Alors quand je dis 4 murs, les 4 murs désignent la maison généralement. Alors au lieu de dire je vis dans cette maison, on a utilisé 4 murs, une expression. Alors, j'espère que vous avez trouvé les réponses. Alors, bien évidemment, je parle ici, la première phrase est une périphrase. La deuxième phrase, la phrase B est une métonymie. Et la phrase C est une synecdoque. Alors, je vous dis merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.